Comment générer 100 € par jour grâce à 7 sites internet qui vont te permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour performer dans le monde du trading des crypto-monnaies. Dans un premier temps, on va passer sur 3 sites qui vont nous permettre de choisir, sélectionner les crypto-monnaies qu'on veut, qui ont un fort potentiel pour du trading. Et dans un second temps, les autres, je vais te les présenter par rapport à leur qualité pour pouvoir faire des bonnes analyses, pour prendre des bonnes décisions sur notre trading. Et en fin de vidéo, je vais te présenter quelques sites bonus qui vont te donner d'autres informations aussi très pertinentes. C'est parti! On attaque tout de suite avec CoinMarketCap. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce site, c'est le site référence pour lister toutes les crypto-monnaies qui existent sur le marché. Ici, on va parler de quelque chose de sérieux. Peut-être que tu connais ce site, mais tu ne sais pas comment l'utiliser justement pour choisir tes cryptos. Et c'est ça qui est le plus important. Ok, tu as une liste. Une liste des cryptos, quand tu ouvres le site, elles sont classées par capitalisation boursière. Donc forcément, Bitcoin, il est numéro 1, Ethereum est numéro 2, ainsi de suite. Mais ça ne te dit pas quelle crypto est-ce que tu dois choisir. Dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est de te focaliser sur les plus grosses capitalisations du marché et au minimum d'aller chercher des cryptos avec un market cap de 1 milliard de capitalisation. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent sur le projet pour espérer, lors de tes prises de position en trading, réaliser des gains. Ça, c'est le premier truc très important. Le deuxième truc très important, c'est de regarder s'il y a du volume de trading. Essaye de chercher des cryptos qui ont au moins 100 millions de volume de trading. Et tu vas voir que ça va vite limiter le nombre de cryptos. Parce que même dans le top 100, il y a des cryptos qui ne font pas partie de ces deux critères de base. Prends l'exemple, Bitcoin, 1600 milliards de capitalisation, donc ça fait plus que 1 milliard, et 55 milliards de volume de trading. Ça fait 2 critères validés, on peut trader du Bitcoin sans se poser de questions, en tout cas avec ma stratégie. Ça, c'est la première chose que je voulais exprimer. Et si on donne un contre-exemple, on va dire, Ethereum rentre dans le cas de figure, on va aller chercher un petit peu plus bas. Est-ce qu'on a une crypto sur laquelle il n'y a pas trop de volume? Là, on a quand même 600 millions, donc il y a du volume. On a à côté les milliards nécessaires en market cap. Là, par exemple, on n'a que 3 300 000 sur le Léo. On n'a pas 100 millions de volume. C'est quand même marrant. Cette crypto, elle fait partie du top 17. Elle a 8 milliards de capitalisation. Elle est plus capitalisée que toutes les autres. Mais par contre, en volume de trading dessus, il n'y a personne. 3 millions de volume. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a 157 millions de volume. Il vaut mieux trader le Toncoin que le Léo. Parce que sinon, si il y a une grosse whale qui rentre sur le Léo, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça va tout de suite créer des gros décalages, des grosses mèches de liquidation. Et c'est dangereux pour notre trading. Première chose, les 2 critères. Ensuite, tu peux aller essayer de chercher par catégorie. Tu peux, si jamais dans le top 100, tu ne trouves pas ce que tu veux, peut-être que dans certaines catégories, dans certains leaders de catégorie, tu vas retrouver quelque chose. On va prendre par exemple là, les RWA, la tokenisation d'actifs qui potentiellement, dans un avenir plus ou moins long terme, va nous rapporter un petit peu d'argent si le marché le veut bien. On a par exemple la crypto Ondo, 3 milliards de capitalisation, 172 millions de volume. C'est très intéressant. Est-ce que je vais pouvoir trader cette crypto ou pas? Mais là, on va ajouter un troisième critère qui est le tokenomics. Est-ce que la façon dont a été créée cette crypto, le nombre de jetons sur le marché et comment est-ce qu'ils vont être émis sur le marché, est-ce que ça va nous permettre de réaliser des gains ou au contraire, ça crée un risque qui fait qu'on peut se faire avoir? Bon, allons analyser le Ondo en détail sur CoinMarketCap. Tu peux aller analyser le prix, son market cap, il y a plein de choses à aller voir, mais le mieux c'est d'aller sur TradingView, on en parlera plus tard. Les différentes plateformes sur lesquelles tu peux acheter la crypto. Donc si tu souhaites acheter une crypto, vérifie qu'elle soit dans cette liste-là. Est-ce que tu as déjà ouvert un compte sur la plateforme ou pas? Parfois tu vas passer ton tour, parfois tu vas ouvrir un compte sur une plateforme. Regarde si c'est sur des SEX, des plateformes centralisées ou des DEX. Là on peut diviser la liste entre l'une et l'autre. Et puis ensuite, l'actualité, est-ce que sur la crypto, tu peux aussi avoir du rendement, comme on peut le voir ici? Et nous, ce qui nous intéresse, ce que je disais, c'était le tokenomics. Comment est-ce qu'elle est constituée? Donc là, par exemple, tu as la répartition. Est-ce que c'est plutôt la team? Est-ce que c'est plutôt dans la private sale? Est-ce que c'est plutôt l'écosystème?
qui va avoir des jetons lorsque elle va être créée, comment est-ce qu'ils vont être émis sur le marché. Donc là, comme on disait tout à l'heure, on a 3 milliards, donc environ 30% qui ont déjà été émis, c'est ce qu'on peut voir aussi ici. L'offre totale des Hondo, c'est 10 milliards. On n'a que 30% qui sont émis sur le marché. Donc ça veut dire que par rapport à notre trading, ça peut causer une problématique. Quand est-ce que les jetons vont être émis? Parce que ça va changer quelque chose au niveau de l'offre et de la demande. Ça va changer au niveau de la liquidité sur le marché. Peut-être que quand ils vont émettre des nouveaux jetons sur le marché, pendant une période au moins, le marché va être baissier. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le Hondo. Là, au niveau de janvier 2025, on a eu une grosse marge d'escalier, donc il y a eu une grosse release, un nombre de tokens important qui a été émis sur le marché. Ici, on a la même chose en janvier 2026, janvier 2027 et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'il y aura cette période-là, il faudra être vigilant et peut-être relâcher le pied sur le trading du Hondo ou éventuellement prendre en fait des ordres de vente, des shorts, pour essayer d'optimiser ça. Attention, l'offre maximum sur le Hondo n'est pas définie. Donc ça veut aussi dire que n'importe quand, la team peut décider de créer des jetons et de les mettre en circulation. Ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. 21 millions de Bitcoin en circulation maximum, on sait exactement. Ce qui est bien par rapport à ça, c'est que du coup, on peut essayer d'analyser, d'essayer de se positionner, de se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas pour trader. Dans les phases de plateau, c'est peut-être un moment qui est plus facile à trader le Hondo, mais dans les phases où on va avoir les marches, c'est peut-être des moments où il faut se retirer du marché. Si ces informations-là ne sont pas disponibles sur CoinMarketCap, ça arrive souvent. Ils n'arrivent pas à avoir toutes les infos et parfois, ce n'est pas les premiers à les avoir. Il y a des sites qui sont spécialisés pour ça, comme Tokenomist. Tokenomist, qu'on a ici, et du coup le Hondo. Et on va retrouver le même type d'infos, le nombre maximum de jetons qu'il y a en circulation, ceux qui sont en circulation en ce moment, le nombre qui ont été déjà délivrés, enfin en pourcentage. Est-ce qu'on a des gros unlocks? Par exemple, à 3 milliards sur 10 milliards, ça fait des gros unlocks. Est-ce qu'il y a des unlocks qui sont linéaires? Est-ce qu'on en rejette un petit peu toutes les semaines, tous les mois? Apparemment oui, il y a aussi du linéaire. Est-ce qu'il est déflationniste? Par exemple, sur Ethereum, quand il y a des frais de transaction, on va détruire une partie des tokens. Donc en fait, s'il y a un nombre max de jetons mais qu'on en détruit, c'est plutôt bien pour la supply parce qu'il y en aura moins, il sera plus rare et ainsi de suite. Donc ça peut être affiché là. Bref, Tokenomist donne plein d'informations très intéressantes sur les tokenomics justement. Et on va retrouver aussi notre petit schéma qui est là exactement comme sur l'autre site. Donc s'il n'y a pas sur CoinMarketCap, on va sur Tokenomics pour compléter les infos. Je voulais donner un autre exemple, comme ça aurait été Bitcoin où il y a un nombre maximal de jetons. On va prendre AAV. AAV à 16 millions de jetons maximum, il n'y en aura jamais plus, ça a été défini dans le protocole dès le début. On a en ce moment 94% de la supply qui est en circulation, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir de la visibilité pour trader cet actif que le Hondo, c'est plus simple. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des gains sur le Hondo, on peut en faire, mais c'est plus compliqué. Parce que tous les janvier, il faut faire attention. Et puis, on peut du coup voir que sur le AAV, par exemple, on a quelque chose qui est linéaire. On a bientôt tous les tokens qui sont en circulation. Il reste peu de temps avant d'avoir le reste. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple et on a de la visibilité sur le long terme. Troisième site pour choisir ces cryptos, on peut aller sur DeFi Llama. Donc là, on a des données on-chain. Des données on-chain qui peuvent nous permettre de voir un petit peu d'où vient l'argent, où va l'argent. Ce qu'il faut essayer de regarder, c'est on a des protocoles informatiques qui ont créé des crypto-monnaies et qui ont parfois des utilités pour payer des frais, pour avoir des droits de vote, voilà, peu importe. L'idée, c'est de se dire que qu'on fasse du trading ou de l'investissement long terme, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quel protocole a réussi à créer un business sur lequel il y a des utilisateurs et qui payent des frais. C'est deux choses très importantes. Par exemple, quand on prend Ethereum, on a 400 000 utilisateurs, des personnes qui ont créé des adresses, et on a 57 milliards d'argent qui est stocké sur la blockchain. C'est énorme, c'est le numéro 1. Il y a plus de personnes qui ont stocké de l'argent sur Ethereum que sur Bitcoin. Pourtant, Bitcoin a plus de valeur. C'est deux choses différentes. C'est pas à sous-estimer. Sur Solana, on a 3 046 000 adresses qui ont été créées, donc ça doit être la blockchain sur laquelle il y a le plus d'utilisateurs. Par contre, il n'y a que 7 milliards d'argent qui est bloqué. On pourrait dire qu'en fait, sur Solana, les gens qui ont créé des adresses, c'est des pauvres. Et sur Ethereum, ils sont beaucoup plus riches parce qu'ils ont plus d'argent par adresse. La petite private joke. On a aussi du coup les fees, combien gagnent d'argent. Ethereum gagne plus d'argent que Solana, comme on peut le voir là. Ça doit être en milliards de frais. Donc, avec moins d'utilisateurs, Ethereum fait plus de thunes que Solana.
Et après, sur Bitcoin, il y a 2 fois plus d'utilisateurs que sur Ethereum, et ils font moitié moins d'argent, allez, un tiers moins, donc c'est pas vraiment équivalent, mais voilà. Allez, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai pas la calculatrice sous la main. Première chose à noter, est-ce qu'il y a de l'argent sur le protocole, donc la blockchain ou le protocole informatique? AAV, comme je l'ai montré avant, dessus je crois qu'il y a 31 milliards. C'est pas une blockchain, il y a 31 milliards d'argent qui est bloqué dessus, c'est énorme. Plus que Solana pour le coup. Il y a plus d'argent sur AAV que sur Solana, sur une blockchain complète. C'est absolument fou. Et il génère aussi des frais. Il génère aussi des frais pour les utilisateurs. Donc peut-être que c'est une crypto qui peut avoir le vent en poupe parce que les investisseurs institutionnels vont aller dessus. Donc nous, on a aussi de la volatilité pour le trading à aller chercher. Deuxième point que je voulais montrer sur DeFi Lama, on a l'argent. Est-ce qu'il entre ou est-ce qu'il sort des plateformes? Donc là, actuellement, comme on est dans une correction crypto, forcément, il y a des utilisateurs qui retirent leur argent des plateformes. Donc il y a certaines personnes qui sortent un peu d'Ethereum, moins 21 millions. Il y a des personnes qui sortent de Solana, moins 37%, moins 21%, moins 33%, pardon. Et cet argent, en règle générale, il retourne plutôt sur les plateformes centralisées. Et puis on vend des Solana, on rachète des stablecoins, par exemple. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un mois, on a de l'argent qui est sorti, mais sur un jour, on a de l'argent qui rentre. Donc peut-être qu'on est dans le creux d'une correction. C'est intéressant de se dire ça. Effectivement, on a eu un rebond sur Bitcoin là, dans les jours précédents. Et donc voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par exemple sur Aptos, on n'a pas une baisse de moins 20, moins 30%, on est plutôt stable sur un mois. Donc peut-être que sur Aptos, il se passe des choses qu'il ne se passe pas sur ces blockchains-là. Peut-être que là, sur Hyperliquid et Sonic, sur un mois, on a énormément d'argent qui est rentré. Peut-être qu'il faut aller voir ces blockchains et voir si la blockchain a une crypto. Donc Sonic a une crypto, Hyperliquid a une crypto aussi. Et est-ce que sur ces protocoles-là, il y a d'autres cryptos qui sont construits dessus? Ça permet aussi d'aller de garder l'esprit ouvert avec la nouveauté. Et à partir du moment où il y a un afflux massif de capitaux quelque part, souvent, les jetons qui sont sur les différents protocoles en profitent et pump. Donc ça, c'est toutes les informations que je voulais donner pour t'aider à choisir tes crypto-monnaies. On n'a encore pas tradé, je t'ai encore pas présenté les plateformes qui vont te permettre d'analyser les cryptos et puis de prendre des décisions. Mais déjà, au moins, tu sais sur lesquelles t'orienter et ça va t'éviter d'aller sur des shitcoins, sur des memecoins qui n'ont aucune utilité parce que là, les memecoins, ils vont jamais apparaître ici. Sur le long terme, investir dans les memecoins, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas des infrastructures. Bref, je ne vais pas faire le mec aigri par rapport à ça, mais c'est souvent beaucoup trop surévalué alors qu'ils n'ont pas d'utilité. Une fois que j'ai dit ça, donc on va passer aux plateformes de trading. Juste avant, ce que je voulais exprimer, c'était si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait le plus grand plaisir. Et si tu veux en apprendre beaucoup plus sur le trading, n'hésite pas à aller dans la description, va rejoindre un lien qui va te permettre d'intégrer le groupe Discord que j'ai créé, sur lequel je partage des informations, notamment sur ce que je pense du marché actuellement, comment est-ce que je le vois évoluer dans les jours à venir, et puis je partage des plans de trading, et je partage aussi mes résultats, mes pertes comme mes gains, enfin mes gains comme mes pertes, je partage aussi mes pertes sur le marché des cryptos. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, on va aller se concentrer sur la partie trading. Donc le site numéro 1 qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser, c'est TradingView. TradingView, c'est un site qui va te permettre d'aller analyser le prix des crypto-monnaies en temps réel et d'essayer de comprendre est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Rien qu'avec ça, on peut prendre des décisions et se positionner à l'achat ou à la vente. Et en plus de ça, on a des indicateurs, par exemple des moyennes mobiles qui vont nous dire là on était en tendance haussière, là peut-être qu'en ce moment on est en tendance baissière. On a aussi des indicateurs comme l'open interest. Est-ce que on a des acteurs qui sont en train d'être à l'achat ou à la vente? On a le RSI, bref, tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre de nous aider à prendre des positions. Parfois, TradingView, c'est bien. Parfois, il faut aller doubler l'information pour être sûr de ce qu'on raconte. Donc, comme c'est des indicateurs qui sont construits par des personnes extérieures à la plateforme, c'est bien d'aller doubler l'information. Là, par exemple, c'est Léviathan, le créateur qui nous donne les données sur l'open interest. Nous, ce qu'on aimerait voir, par exemple, sur l'open interest, c'est est-ce que réellement, quand le prix baisse, on peut voir des anomalies de marché. Là, par exemple, le prix du XRP, il reste plutôt sur un support, alors que quand on regarde le support de l'open interest, il était brisé à la baisse. Donc en ce moment, il y a moins de personnes spéculateurs court terme, ce que je peux lire ici sur l'open interest, qui sont sur XRP. Pourtant, même si son prix baisse, il n'a pas tendance à baisser fortement.
Donc pour moi, ça commence à être un indicateur intéressant qui me dit que peut-être si je trouve un trade là-dedans, eh bien j'aurais envie de me positionner sur le XRP dans cette zone. Si jamais il vient plus bas, on aura aussi l'open interest qui va forcément descendre encore plus et j'aurai encore plus envie de me positionner. Cet indicateur parfois il est juste, parfois il est légèrement faussé, donc je vais doubler sur un site qui s'appelle Coin Analyze. Là-dessus, on va avoir les intérêts ouverts, l'open interest ici. En haut, on a toujours le prix, comme sur TradingView, et en bas, on a l'open interest. Donc je double l'information avec ce site-là qui est très important pour être sûr de ce que je raconte. Ensuite, doublé à cette information-là, on a ce qu'on appelle les funding rates. À partir du moment où il y a des personnes qui s'exposent, par exemple comme ici, il y a beaucoup de monde qui sont entrés sur le XRP et qui spéculaient, donc peut-être à la hausse, mais peut-être aussi en short. Donc il y a des gens qui longuent l'open interest, qui se disent bah, moi j'ai envie d'acheter du XRP. Il y a des gens qui ont envie de parier à la baisse, eux ils sont short. Et sur l'open interest, c'est pas marqué est-ce qu'on a plus de long ou plus de short. Parce qu'on va additionner une personne longue, il ajoute 100 balles, l'open interest monte de 100. Deux personnes longues sur l'open interest, il rajoute 100 balles, ça monte et on est à 200 sur l'open interest. Si on a une personne qui rentre short sur l'open interest, on va monter à 300. Donc on n'arrive pas à dissocier les deux, lequel est en quantité supérieure à l'autre. Si on a 3, 4, 5 shorts, le marché monte, mais on ne peut pas le savoir parce que tout l'open interest monte. Nous, ce qu'on veut, c'est des anomalies de marché. Donc, en plus de l'information que je viens de donner, on va les doubler avec les taux de financement qui payent à qui. Lorsque quelqu'un ouvre une position longue sur le marché des cryptos, il paye des frais à ceux qui ouvrent des positions short. Inversement, la personne qui a ouvert des positions short paye des frais à celui qui a ouvert une position longue. Et en règle générale, il y a une forme d'équilibre de marché de la part des plateformes, de répartir les frais qui sont donnés de manière, je ne vais pas dire équitable, parce que ce n'est pas vraiment équitable le mot, mais en tout cas équilibré pour faire en sorte que le prix revienne toujours à la normale. En période de baisse entre guillemets extrême, souvent il y a beaucoup de personnes qui shortent le marché, on va faire en sorte que ce soit les personnes qui shortent le marché qui payent des frais aux personnes qui longuent. C'est ce qu'on peut voir ici. Quand on est inférieur à 0, avec les petits traits rouges, ça veut dire que les frais de funding sont négatifs, donc les personnes qui shortent payent des frais aux longues. L'idée est de les inciter à couper leur position pour rééquilibrer le marché et qu'ils repartent dans l'autre sens pour essayer d'aller liquider d'autres personnes de l'autre côté. Inversement, lorsque le marché est très clairement haussier et des fois surévalué, on va avoir les personnes qui longuent le marché qui vont payer des frais aux shorteurs. En règle générale, entre 0 ici et puis 0,01 que je vais avoir à peu près à ce niveau-là, on dit que le marché est plutôt équilibré. Au-delà des 0,01, il y a trop de personnes qui longuent le marché et donc on essaie de rétablir quelque chose à la normale. Et donc on voit, c'est arrivé déjà plusieurs fois dans un marché haussier, forcément ça arrive souvent, on a des excès de marché et donc là on voit bien qu'on a une hausse très importante sur Bitcoin. En même temps, il y a énormément de frais qui sont émis pour les shorteurs. Et donc, il y a une forme d'appel à ce que les personnes qui longuent clôturent leur position pour essayer de rééquilibrer le marché à la normale. Donc, une fois que j'ai dit ça, on a un autre site qui nous permet de voir cette information-là de manière aussi assez lisible et d'avoir une globalité de marché. Ça va être sur CoinAnk, d'avoir différentes cryptos, BTC, ETH, SOL et compagnie, les unes à côté des autres. Quand on est dans une période verte, c'est qu'on est sur un marché qui est plutôt équilibré, entre 0 et 0,1. Quand on est dans du bleu foncé, comme ça, donc sur une seule crypto, par exemple le Ondo, ça veut dire que les funding rates sont négatifs, donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui shortent cette crypto. Donc soit on part sur un short squeeze, soit éventuellement il va y avoir un retournement de marché, il y a plusieurs interprétations, mais ça donne des indications. Si tout le marché était bleu, en règle générale, c'est qu'on est sur un bas de marché global. Donc en règle générale, c'est plutôt une crypto, une deuxième crypto qui peuvent avoir cette indication. Là, par exemple, en ce moment, c'est le OM qui est beaucoup shorté. Et quand le marché est orange, voire il est jaune, voire orange, c'est qu'il y a beaucoup trop de longues. En règle générale, l'excès de marché, comme je l'ai montré juste avant au niveau du mois de décembre, il est représenté ici. Donc on avait une belle hausse, et puis quand on arrive ici,
rééquilibrage, il y a des gens qui vendent leur position, on revient à la normale. Donc ça fait plein d'informations que j'espère que tu t'accroches bien pour aller jusqu'au bout de tout ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions par rapport à tout ce que je présente, si c'est bien clair, et si tu aimerais que je fasse une vidéo spécifique par site, par indicateur, pour donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus de consistance à mes propos. Ensuite, on avance avec la liquidation heatmap. Je vais reprendre mon graphique qui était ici. Éventuellement, si jamais je prends un long sur le XRP, donc je ne dis pas que là il y a une position à prendre, mais admettons que j'ai envie de prendre une position. Je vais définir un stop loss, peut-être le dernier creux, et je vais définir un objectif à atteindre. Donc moi, je ne vais pas viser n'importe quoi, parce que j'ai l'habitude maintenant, j'ai des connaissances qui me permettent d'aller chercher des zones précises. Admettons que je sois sur un petit swing 4 heures parce que j'ai un retournement ici, ce qui n'est pas le cas pour le moment, soyons bien d'accord. Je vais aller chercher un objectif, par exemple, les derniers creux, les derniers sommets ici, parce que je pense qu'il y a de la liquidité. Des personnes peut-être qui sont mis short par ici, on va essayer de clôturer leur position. Comment est-ce que je suis sûr qu'ici il y a de la liquidité? Eh bien, il y a des sites spécialisés qui vont donner ces informations. Toujours CoinAnk, on va aller dessus. Là, on a exactement le même graphique qui est zoomé, cette partie qui était baissière, et moi, j'avais ma position qui était ici sur le côté. Et je visais l'objectif qui était ici, tu peux retourner voir juste avant. Donc, on va aller même le zoomer ici, comme ça, tout le monde va le voir de manière la plus claire possible. Là, on a exactement le même graphique. Et ce qu'on avait en jaune de l'autre côté est situé à peu près ici, entre ici et ici. Et je vais le mettre en jaune, comme ça, on est tous OK de voir la même chose. Cette zone-là, c'est la zone qu'on a ici, qui est plutôt verte et jaune. Sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que quand il y a des zones bleues vides, c'est le néant. Il y a peu de liquidités à les récupérer. Plus on est dans du vert, plus il y a des liquidités à aller chercher. Et plus on est dans du jaune, plus ça devient important et majeur. Et souvent, le marché va de liquidité en liquidité. Au sein d'une hausse, quand on fait des corrections, on cède des points de liquidité pour repartir à la hausse. C'est ici que les grosses whales, en règle générale, essayent de récupérer de l'argent. Quand on dit zone de liquidité, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui étaient peut-être short et du coup qui ont leur stop loss au-dessus, qu'on va essayer d'éliminer. Il y a aussi des zones sur lesquelles les vendeurs actuels veulent clôturer leur position parce que c'est des TP. Bref, c'est des zones du coup qu'on peut avoir comme objectif. Et là, tu vois, sur XRP, on a quelque chose de très intéressant. Donc, ce ne serait pas déconnant, si on voit une possibilité d'entrer là-dessus, de viser cette zone-là. Ensuite, dernier site qui peut nous donner des informations sur le trading, c'est, avant que je te donne les derniers bonus, donc reste bien jusqu'au bout pour avoir les bonus, c'est les options. Sur le marché des options, qu'est-ce qu'on a pour ne pas trop complexifier le fonctionnement du marché des options? On a des personnes qui vont acheter ou vendre des cryptos, mais plus tard. Ils se projettent. Ils se disent, je vais aujourd'hui peut-être acheter un Bitcoin, plus tard, le 28 mars, comme il est ici, donc dans un mois, j'aimerais acheter un Bitcoin à 100 000 $ parce que je pense qu'il sera à 150 000. Je pense qu'il sera plus haut, donc je vais me dire que je vais l'acheter à 100 000. Comme ça, à ce moment-là, le prix il aura peut-être monté, je vais l'acheter moins cher que ce qu'il vaudra. De l'autre côté, il y a des gens qui disent, moi j'ai envie de vendre le Bitcoin à, je sais pas, 80 000 dans un mois. Et puis il y a une autre personne qui va dire, moi j'ai envie d'acheter le Bitcoin dans un mois, mais par contre à 70 000, plus bas que le prix d'aujourd'hui. Bref, tout le monde essaie de se positionner, donne des heures d'achat, des heures de vente, donne des prix dans un temps donné. Après, l'ordinateur, il fait des mathématiques, et il nous affiche ce qu'on a à l'écran ici, des personnes qui voudraient en acheter à 20 000, des personnes qui veulent en acheter à 100 000, des personnes qui veulent en acheter à 300 000, ou vendre quand on est sur des strikes rouges. Voilà pour les grandes infos de base. Et quand on essaie de faire plus ou moins des moyennes par rapport à ça, il y a des personnes qui, dans certaines situations, vont être gagnantes. Donc, ça veut aussi dire que dans certaines situations, ces personnes vont être perdantes. Et lorsqu'elles sont perdantes, ça crée aussi peut-être, entre guillemets, des zones, c'est pas des zones de liquidité, mais c'est un peu le même principe. Ça veut dire que souvent, le marché, il n'aime pas faire gagner tout le monde, il aime bien faire perdre le maximum de personnes pour récupérer de l'argent, que ce soit les plateformes, les market makers, ainsi de suite. Ce ne sont pas nos amis, rappelons-nous. Du coup, ce qui est intéressant de se dire, c'est d'essayer de voir quelles sont ces zones. Actuellement, la zone du max pain price,
l'endroit où il y a le plus de personnes perdantes, peu importe les choix qu'ils ont faits, qu'ils soient acheteurs, vendeurs, au-dessus du prix, en dessous du prix, eh bien, 85 000 $ mettrait à peu près d'accord tout le monde. Donc là, Bitcoin, aujourd'hui où je fais la vidéo, il est autour des 85 000 $. Donc bon, l'open interest, les options, le marché des options ne nous apporte pas beaucoup d'indications maintenant. Mais ça arrive que le max pain dans un mois, le max pain price dans un mois soit par exemple à 100 000 $. Du coup, ça veut dire que peut-être que le marché a envie d'aller faire perdre toutes ces personnes-là et donc de faire monter le prix du Bitcoin en direction des 100 000. Est-ce qu'on va atteindre 100 000? Pas forcément, mais ça donne une direction du marché. Et éventuellement aussi à la baisse. Peut-être que le Bitcoin en ce moment il est à 85, peut-être que demain tout le monde est d'accord pour qu'il soit... Enfin, les maximums des perdants seront autour des 70 000 $, donc peut-être que le marché va faire en sorte que Bitcoin descende vers les 70 000 $. Donc bref, le marché des options, quelque chose à aller regarder de manière ponctuelle, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois, on voit. Donc il y a des expirations tous les jours, mais les plus importantes, c'est une fois par mois, et c'est celle-ci qu'il faut le regarder le plus, c'est parfois une fois par trimestre. Une fois que je t'ai donné tous ces sites, tu sais exactement comment trader. Juste avant de te donner les bonus, je te rappelle le groupe Discord, le petit pouce, liker la vidéo, l'abonnement, ça me fait plaisir et ça permet de développer un petit peu la chaîne YouTube. Dans les quelques bonus, ce que je voudrais parler, c'est non plus parler de trading, mais d'essayer de parler de compréhension du marché dans sa globalité. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va baisser? Et du coup, d'essayer de regarder ce que font les institutionnels. Donc même si là, on a vu toutes ces informations-là qui nous permettent de regarder un petit peu les institutionnels et un peu les particuliers, mais là, on va regarder les grosses entrées, les grosses sorties d'argent. Sur les plateformes de trading ou pas, hein, même un Swissborg, quand il y a des bitcoins qui sont achetés, on dit qu'il y a des outflows. Il y a de l'argent qui sort des plateformes pour aller à l'extérieur. Plus il y a de l'outflow sur les plateformes, plus il y a du bitcoin qui est acheté, donc plus potentiellement le prix du bitcoin va monter, parce que les gens qui achètent du bitcoin, c'est pour le stocker, en règle générale, sur des cold wallets, comme on appelle ça, et du coup, ils ne vont pas les faire bouger tous les jours. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que des fois, on a des acheteurs, ils sont un peu au top du marché, hein, comme ici. Peut-être qu'on est sur un top de marché. En tout cas, ce qui est marrant, c'est de voir que dans des phases de hausse, il y a des gens qui prennent des profits, par exemple ici, quand on a des gros strikes. Et du coup, c'est des gens qui, dans ces phases-là, prennent des profits. Donc c'est intéressant de voir quand est-ce qu'il y a des personnes qui prennent des profits, quand est-ce qu'ils sortent du marché. Ça nous permet d'anticiper qu'est-ce qu'il va y avoir après. Est-ce que le marché continue de monter ou commence à descendre? Hein, parce qu'on peut très bien avoir ici des personnes qui prennent des profits, le marché se stabilise, il va corriger. Et donc après, on a des personnes qui achètent beaucoup de Bitcoin dans la correction, le marché remonte, ils en vendent un petit peu là, ils en vendent un petit peu là, et après le marché recorrige. Voilà, ça donne des indications. C'est pas forcément sûr à tous les coups. En tout cas, ce qui est marrant de voir, c'est que plus on avance dans le temps et plus il y a des bitcoins qui sortent des exchanges. Donc, pour moi, j'ai l'impression que sur un horizon très long terme, il y a quand même de moins en moins de bitcoins sur les exchanges. Donc, le prix du bitcoin va continuer de monter, peu importe ce qui se passe, malgré les hausses, les baisses, enfin les bull market et les bear market. Même indication que ça, on a la même chose sur les ETF. Là, on était sur les particuliers, quelques institutions, mais peu. Là, sur les ETF, on a quand même les gros joueurs du marché, ceux qui veulent investir des millions. Là, à l'inverse, donc les entrées, c'est quand il y a de l'argent qui rentre dans les ETF. Donc, c'est des personnes qui investissent. Donc, quand il y a des barres vertes, hein, c'est l'inverse que sur les plateformes, c'est gagnant pour le BTC sur le long terme. Là, actuellement, par exemple, on n'est pas dans une très très bonne phase. Mais c'est souvent ça. Hein. Quand on est dans les phases de correction, on a plutôt des strikes rouges. Quand on est dans les phases haussières, on a plutôt des grosses bougies vertes. Ce qui est marrant, c'est de voir que malgré le fait que là, on soit sur un énorme top, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs, il y avait toujours des acheteurs. Et là, on est dans un creux, il y a plutôt des vendeurs. Donc là, les institutionnels, c'est pas vraiment des institutionnels, c'est un peu des clowns. C'est marrant de voir qui sont forts et qui est mauvais. Moi, je vois plutôt des gens ici expérimentés que ici des gens un petit peu clowns, quoi. Parce que quand ils achètent et qu'ils sont en train de FOMO le prix alors que c'était ici qu'il fallait acheter et c'est ici qu'ils vendent, je dis ça, je dis rien. Mais il n'empêche que, ça a beau être des clowns, c'est quand même eux qui font varier le prix du marché. Parce que quand ils vendent, le marché baisse, quand ils achètent, le marché monte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux choses différentes entre les bons et ceux qui font bouger le prix. Ils sont peut-être pas bons, mais ils font bouger le prix. En tout cas, ils y contribuent. Donc, très important à regarder, les inflows et outflows sur les plateformes et les inflows et les outflows sur les ETF. Dernier site, je ne vais pas donner plus de détails, mais CryptoQuant,
Site beaucoup plus complexe pour ceux qui veulent aller plus loin, ainsi que Glassnode. C'est 2 sites de données on-chain qui vont nous permettre de voir si l'argent rentre, sort, ceux qui sont court terme, ceux qui sont long terme. Il y a plein d'indicateurs. Par exemple, celui qu'on a là, le MVRV Ratio Z Score. À chaque fois qu'on est rentré dans la ligne rouge en haut, on était sur un pic de marché. 1 pic, 2 pics, 3 pics, 4 pics, 5 pics. À chaque fois qu'on est là, on a une grosse baisse. Peut-être que là, on n'est toujours pas en fin de marché aussi, on attend d'entrer dans cette zone-là. C'est ce type d'indicateur qu'il y a sur ces plateformes. Moi, j'en consulte un petit peu de temps en temps. Il y a pas mal d'indicateurs qui sont payants, ça coûte très cher. Donc voilà, à toi de voir si tu as un budget à mettre là-dedans ou pas. Mais ça te donne encore d'autres sites à aller consulter. Cette vidéo commence à être bien longue, on va s'arrêter là, la clôturer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, à me poser des questions et à me dire qu'est-ce que tu aimerais que je développe plus en détail dans les prochaines vidéos. Et je rappelle, n'hésite pas à aller rejoindre le groupe Discord. Sur ce, on se retrouve lundi pour la vidéo de la semaine qui va nous permettre de comprendre le marché et dans quel sens il veut aller. À ciao, bientôt.